7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Ce matin, vous vouliez nous donner votre point de vue sur la situation en Nouvelle-Calédonie, si je ne m'abuse. Oui, enfin, un point de vue, questionnement et perplexité. On a vu Emmanuel Macron annoncer par surprise qu'il se rendait en Nouvelle-Calédonie à l'issue du troisième Conseil de défense, après un Conseil des ministres. 16 000 km aller, 16 000 km retour. Il faut savoir qu'avant ce déplacement, Emmanuel Macron avait voulu organiser une visioconférence avec les différentes parties qui avaient refusé d'y participer. Visiblement, en téléphonant aux uns et aux autres, il s'est dit qu'il y allait pouvait faire avancer les choses, mais c'est quand même assez symptomatique de la gestion en mode amateur fier de toutes les crises par le gouvernement et la Macronie en général. On a là l'hyper-président, comme d'habitude, qui veut montrer qu'il est sur la crise, qu'il va faire quelque chose. Ça me rappelle un peu, rappelez-vous, ce déplacement à Beyrouth après l'explosion du port de Beyrouth, où Emmanuel Macron était arrivé en sauveur en disant que la France allait aider le Liban, et puis les mois passent et rien n'a changé, et l'aide n'est pas arrivée, ou du moins pas comme Emmanuel Macron l'avait dit. Et puis, c'est un désaveu quand même assez tragique pour Gabriel Attal. Traditionnellement, le dossier de la Nouvelle-Calédonie est traité par Matignon, depuis les accords de Nouméa, les accords de Matignon. Or, depuis le début de cette crise, Gabriel Attal, visiblement, ne connaît pas le dossier. Il vient d'arriver à Matignon et il en est complètement dépossédé, on peut dire. Et c'est avec Gérald Darmanin, avec Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, avec la ministre des Outre-mer, qu'Emmanuel Macron va se rendre à Nouméa pour fixer un cadre et faire une mission. Alors, on ne sait pas l'objectif de la mission. Visiblement, c'est de déposséder encore davantage les responsables politiques de l'île pour installer des hauts fonctionnaires, des technocrates qui vont essayer de gérer la crise qu'il a lui-même créée. Voilà, donc c'est vraiment assez terrible. Et puis ensuite, l'intendant suivra, comme d'habitude avec Emmanuel Macron, et Gabriel Attal, le Premier ministre, pouvoir reprendre la suite du dossier. Ça montre vraiment cette gestion au fil de l'eau, cette improvisation permanente, cette propension à être le pompier pyromane, de systématiquement créer les conditions du chaos, puis ensuite envoyer l'armée, censurer les réseaux sociaux, jouer aux apprentis dictateurs en quelque sorte pour remettre ce qu'il appelle l'ordre républicain. Voilà. Donc inquiétant à la fois sur la pratique du pouvoir, inquiétant aussi pour les Outre-mer qui ont été délaissés et qui pourtant alertent depuis des mois. Je rappelle la situation critique à Mayotte, que ce soit pour l'immigration illégale, les opérations Place Net, qui sont des opérations de com, mais qui n'ont pas changé la vie des habitants, et puis l'accès à l'eau, toujours difficile, voire impossible, avec maintenant des cas de choléra sur l'île. On est vraiment là dans une défaillance de l'État totale, et ce n'est pas malheureusement le déploiement de l'armée et des brigades de gendarmerie qui va remettre un peu d'ordre et d'autorité dans tout ça. On parle de ces territoires d'outre-mer qui souvent pointent du doigt justement la déconnexion de la métropole et d'Emmanuel Macron et de tout son gouvernement qui semble assez éloigné de toutes leurs préoccupations. Vous parliez de ces technocrates qu'Emmanuel Macron pourrait essayer de mettre en place en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça ne va pas accentuer justement cette fracture entre les élites métropolitaines et les territoires d'outre-mer ? Je crois que la fracture est totalement consommée, oui, et que peu de gens responsables politiques, du moins dans l'île, attendent très peu, en fait, de cette mission et de cette énième improvisation du chef de l'État. La maire de Nouméa a demandé à ce que le Congrès ne soit pas convoqué pour ne pas avancer encore davantage dans cette réforme qui a mis le feu aux poudres. Il y a des problèmes structurels de fond, d'inégalité, des populations qui ont des niveaux de vie très différents, trop différents pour que ça tienne finalement, des problèmes économiques, la filière nickel qui souffre et seules quelques entreprises qui embauchent sur cette filière-là, et puis un manque d'investissement chronique et un désintérêt, comme vous le disiez, sur les Outre-mer. Le dernier Premier ministre qui s'était intéressé sérieusement à la question, c'était Édouard Philippe, mais depuis, on peut dire que ça a été un grand vide et un déni sur ce qu'il se passe dans les Outre-mer. Alors l'autre sujet qui est pointé du doigt, c'est la force des ingérences que doit subir la France, notamment de la part de l'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de la position d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, justement ? Alors l'Azerbaïdjan, pourquoi ? Parce que la France aurait pris cause pour l'Arménie, et donc l'Azerbaïdjan aurait
choisi différents mouvements indépendantistes pour les aider, pour tendre la main, faire de sortes d'accords bilatéraux sur un principe de guerre de décolonisation, entre guillemets, mais c'est à peu près ce qu'on vit en réalité en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a eu, dès les premières heures des émeutes, Gérald Darmanin qui pointait du doigt l'Azerbaïdjan et l'ingérence étrangère. C'est systématiquement l'excuse qui est sortie. Alors, ne soyons pas naïfs, évidemment qu'il y a des ingérences étrangères, notamment pour cette filière nickel dont je parlais. Parce que l'île est riche en ressources et ça intéresse de grandes puissances également, parce qu'aussi la France a été incapable de se protéger des ingérences étrangères, disons-le. On a vu l'an dernier ce qui s'est passé en Afrique avec l'effondrement ultra rapide au mois d'août de ce qui restait de la France-Afrique. La mission Barkhane qui part la queue entre les jambes, la fin des accords de coopération et des pays africains qui se tournent vers des partenaires que sont la Chine, l'Inde, la Russie, et qui laissent totalement tomber la France pour un péché d'arrogance, pour un mépris aussi, et pour des pratiques qui n'ont plus lieu d'être. Donc il y a une vraie fin de néo-empire colonial, on peut le dire, mais aussi de projection française. Tous ces territoires d'outre-mer, ils sont extrêmement importants pour ce qui est de notre souveraineté, pour ce qui est de notre projection dans des zones qui sont loin de l'Hexagone et de la métropole. Or, le fait de ne pas les gérer avec l'attention qu'elles requièrent, eh bien, fait qu'aujourd'hui, la France est en perte de vitesse au niveau international, tout comme on peut voir ces situations de guerre civile qui pourraient se reproduire un peu partout. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est de voir les mesures qui sont prises pour établir l'ordre, et c'est une sorte de répétition générale avant de grandes émeutes en France, puisqu'on se rappelle du mois de juin de l'an dernier, on n'était pas loin de cette situation catastrophique dans certains quartiers. Heureusement que les émeutiers à l'époque n'étaient pas armés comme en Nouvelle-Calédonie. Le conflit qui bouleverse en ce moment la Nouvelle-Calédonie, il part quand même de la révolte du peuple kanak contre l'administration française, et il se traduit en revanche par ce qui commence de plus en plus à ressembler à une vraie guerre raciale. Ce sont les Blancs qui sont visés, et ce sont les termes utilisés. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a une mutation et que justement cette crise est en train d'en révéler une autre qui d'ailleurs pourrait s'importer en France ? Mais c'est exactement ça, parce que quand je parle de guerre civile, c'est-à-dire qu'on est dans un principe de décolonisation, des populations qui vivent côte à côte, pour ne pas dire face à face, comme le disait feu Gérard Collomb avant de quitter son poste de ministre de l'Intérieur, mais parce qu'aussi on est dans une situation de profonde inégalité, où les propriétaires sont certains, où les Kanaks, qui voulaient préserver justement l'influence Kanak avec ce gel du corps électoral, sont en train de voir qu'ils peuvent perdre. Et puis, c'est quand même 40 ans de travail, les accords de Matignon, toute une mission interministérielle pour justement paver le futur en disant qu'il faudrait faire des référendums, qu'ils soient respectés, etc. Qu'il y a des façons de faire pour assurer non pas une indépendance pure et simple, mais une autonomie de la Nouvelle-Calédonie. Tout ça a été totalement balayé par une volonté de faire à la hache des réformes qui n'ont pas lieu d'être. Et donc, tout ce qui était délicat, tout ce qui faisait que ça pouvait tenir, a explosé en quelques jours par une volonté aussi de provoquer le chaos et de nier l'aspect évidemment néocolonial de la situation des Kanaks et de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup Alexis Poulain pour cet éclairage. On en apprend tous les jours un peu plus sur la Nouvelle-Calédonie. On n'a pas fini d'en parler. Vous pourrez probablement redonner votre avis à ce propos dès la semaine prochaine. Pourquoi pas, puisque nous vous retrouvons mercredi prochain. Merci beaucoup et à très vite Alexis Poulain.